Vos genoux ont-ils déjà prédit la pluie avec plus de précision que Météo France? Et quand vous étiez enfant, votre mère vous interdisait-elle de vous asseoir près d'une fenêtre ouverte, de peur d'attraper froid? J'en suis certain. Ces petites sagesses populaires sur la santé, on les a absorbées depuis l'enfance. Elles nous semblent être la vérité absolue, parce que c'est ce que disait grand-mère, et avant elle, son arrière-grand-mère. Mais que se passerait-il si je vous disais que suivre certaines de ces traditions n'est pas seulement inutile, mais pourrait même être franchement dangereux pour votre santé? Aujourd'hui, nous allons nous armer de logique et de science moderne pour passer au crible 5 des dictons populaires les plus célèbres. Je vous le promets, vous serez stupéfait de découvrir la vérité cachée derrière ces mythes tenaces. Alors, êtes-vous prêt à briser quelques idées reçues? Schkumen, avant de commencer notre grande révélation, demandons-nous pourquoi ces mythes sont si résistants. Ce n'est absolument pas parce que nos aïeux étaient stupides. Au contraire, c'étaient des tentatives pour expliquer des phénomènes complexes, à une époque où nous n'avions ni microscope, ni scanner, ni médecine basée sur les preuves. Les gens observaient certaines coïncidences et les liaient entre elles. Par exemple, quelqu'un ressentait une douleur articulaire, et le lendemain, il pleuvait. Notre cerveau créait immédiatement la connexion. La douleur aux articulations annonce la pluie. Ce phénomène est ce qu'on appelle un biais de confirmation. Nous avons naturellement tendance à remarquer et à mémoriser les événements qui confirment nos croyances tout en ignorant ceux qui les contredisent. C'est ainsi que ces croyances sont nées et ont été transmises de bouche à oreille pour s'incruster fermement dans nos esprits. Mais aujourd'hui, nous possédons des connaissances que nos arrière-grand-mères n'avaient pas. Il est grand temps de séparer le bon grain de l'ivraie. Alors, figurez-vous que notre mythe numéro 1, c'est un grand classique de la médecine populaire, les genoux et les articulations qui couinent à l'approche de la pluie. Des millions de personnes, partout dans le monde, sont convaincus que leur corps est le meilleur des baromètres. Ils sentent l'arrivée du mauvais temps bien avant que le ciel ne s'assombrisse. Cette conviction est si profondément ancrée qu'elle est devenue un élément culturel, une source de plaisanterie et un sujet de discussion récurrent. On y voit presque une forme de magie ancestrale, un lien privilégié entre l'être humain et la nature. Beaucoup sont même fiers de cette fameuse météosensibilité, la considérant comme une sorte de super-pouvoir. Mais mettons de côté la poésie de cette idée un instant et posons-nous une question toute simple. Que se passe-t-il réellement dans notre corps quand on ressent le temps qui tourne? Nos articulations seraient-elles vraiment capables de voir l'avenir et de prédire les précipitations, ou bien, derrière cette impression, se cache-t-il quelque chose de plus prosaïque et qui mériterait peut-être qu'on y prête plus attention? Et savez-vous ce qu'il y a de plus intéressant dans tout ça? Il y a effectivement une part de vérité dans cette affirmation, mais elle n'a absolument rien à voir avec des prédictions ou de la magie. Le facteur clé, c'est la pression atmosphérique. Avant qu'il ne commence à pleuvoir ou à neiger, cette pression dans l'air chute, c'est un fait physique avéré. Notre organisme et nos articulations en particulier vivent en équilibre constant avec cette pression externe. À l'intérieur de l'articulation, nous avons la capsule articulaire qui contient le fameux liquide synovial, lequel possède sa propre pression interne. Lorsque la pression atmosphérique diminue brusquement, la pression à l'intérieur de l'articulation devient, par comparaison, relativement plus élevée. Ce déséquilibre provoque alors un phénomène. Les tissus à l'intérieur de la capsule articulaire peuvent se dilater très légèrement à un niveau microscopique. Tatom. Si votre articulation est en parfaite santé, vous ne vous en apercevrez même pas. Mais si elle souffre déjà d'une inflammation, comme de l'arthrite ou de l'arthrose, ou si vous avez une vieille blessure mal guérie, alors cette dilatation, même microscopique, vient irriter les terminaisons nerveuses sensibles. Et c'est justement cette petite irritation que nous interprétons comme cette douleur sourde, ces tiraillements ou cette sensation de courbature qui nous fait dire « Tiens, le temps va changer ». Abordons maintenant le point crucial, la vérité qu'il faut entendre. Vos genoux, voyez-vous, ne sont pas un baromètre. Ils sont plutôt un indicateur, le signal d'une difficulté sous-jacente. Ils ne prédisent rien de l'avenir.
Ils réagissent à un fait accompli, le changement de pression atmosphérique, et ce, à l'instant même. La douleur n'est pas un bulletin météo, c'est le symptôme d'une pathologie déjà installée. Une chute de pression peut survenir des heures avant la pluie, ou elle peut très bien n'entraîner aucune précipitation. Dites-moi, combien de fois vos genoux vous ont-ils fait souffrir sans qu'une seule goutte de pluie ne tombe? Nous avons tendance à oublier ces cas qui ne confirment pas l'adage populaire. Par conséquent, parler de prédiction est abusif. Il s'agit simplement d'une corrélation, d'une coïncidence entre deux événements, et non d'un lien de cause à effet. Un cartilage sain, une articulation en bonne santé, ne réagira pas au changement de pression. La douleur signale que votre articulation a besoin d'aide, elle ne vous dit pas qu'il est temps de sortir le parapluie. C'est un signe diagnostique essentiel que beaucoup, hélas, choisissent d'ignorer en mettant tout simplement ça sur le compte de la météo. Mais alors, quel est le vrai danger de croire aveuglément à ce genre de dicton? Le piège, c'est qu'on se met à traiter la météo au lieu de soigner la maladie. Au lieu d'aller voir un spécialiste, un rhumatologue ou un orthopédiste pour identifier la cause réelle de la douleur et commencer un traitement adapté, les gens se contentent de dire « Oh, c'est la pluie qui arrive » et ils patientent. Ils prennent un antidouleur, certes, mais ils n'attaquent pas la racine du problème. Pendant ce temps, une maladie inflammatoire, comme l'arthrite par exemple, continue de progresser discrètement. Le cartilage de la jointure se détériore, la mobilité diminue et la douleur finit par devenir chronique. Croire à cette superstition donne l'illusion de comprendre et de maîtriser la situation, alors qu'un temps précieux pour le traitement est en train de s'envoler. Alors, si vos articulations prévoient régulièrement la pluie et le beau temps, ne vous en flattez pas. Considérez cela plutôt comme un signal d'alarme de votre corps et prenez rendez-vous chez un spécialiste sans tarder. Ce n'est pas la faute de la météo. Passons maintenant au deuxième mythe, l'ennemi juré de toutes les grand-mères et de toutes les mamans. Bien sûr, il s'agit du courant d'air. Attention, ne reste pas là, tu vas prendre froid. Ferme la fenêtre, ça va te clouer au lit. On dirait que le courant d'air n'est pas qu'un simple déplacement de vent, mais une sorte de mal mystique qui en veut délibérément à notre santé, nous apportant rhume, otite, myosite et toutes sortes de misères. La peur du courant d'air est si ancrée que beaucoup préfèrent rester confinés dans une pièce étouffante et mal aérée, juste pour échapper à cette fourberie du vent. On couvre nos enfants, on ose à peine ouvrir une vitre dans les transports, et on regarde le climatiseur qui fonctionne d'un œil très très méfiant. Ce mythe est incroyablement tenace parce que presque tout le monde a une anecdote à raconter, du genre « j'ai traîné dehors hier soir, j'ai pris un coup de froid, et voilà, aujourd'hui j'ai le nez qui coule et la gorge en feu ». Le lien semble évident, mais qu'en est-il réellement selon la science? Retenons une bonne fois pour toutes une vérité simple et claire. Le rhume, la grippe et les infections respiratoires aiguës sont exclusivement causées par des virus. Ce n'est ni l'air froid, ni le vent, ni les pieds mouillés, et encore moins les courants d'air qui sont en cause. Pour tomber malade, il faut que l'agent pathogène, c'est-à-dire une particule virale, pénètre dans votre organisme. La transmission se fait principalement par voie aérienne, par les gouttelettes. Quand une personne malade tousse, éternue ou même parle, elle libère dans l'air des postillons microscopiques chargés de virus. Vous respirez cet air, le virus atteint vos muqueuses. C'est à ce moment-là que le processus de contamination est lancé. Réfléchissons un instant. Est-ce que le simple fait de faire circuler l'air, ce qu'on appelle un courant d'air, peut créer un virus à partir de rien? Bien sûr que non. Généralement, l'air qui circule depuis l'extérieur contient même moins de virus que l'air confiné et stagnant d'une pièce où plusieurs personnes sont restées longtemps. Le courant d'air, c'est juste un mouvement atmosphérique. Il n'est ni un vecteur, ni la source de la maladie. Mais attendez une minute, vous allez me dire. Je me rappelle très bien que je suis tombée malade, juste après avoir pris un bon coup de froid ou un courant d'air. Eh bien, même là, il y a une explication scientifique, et elle ne contredit absolument pas la théorie virale. En fait, un refroidissement localisé d'une partie du corps peut effectivement affaiblir nos défenses immunitaires, mais attention, ce n'est que local et temporaire.
Par exemple, quand un courant d'air froid vous souffle sur la nuque ou sur le dos, cela provoque un spasme des vaisseaux sanguins à cet endroit précis, la circulation du sang est ralentie et la protection locale des muqueuses dans les voies chaudes respiratoires se retrouve momentanément diminuée. Et c'est là qu'intervient le point crucial. Si le virus était déjà présent dans votre corps en mode dormant, ou si vous venez juste de l'attraper, cet affaiblissement temporaire de l'immunité va lui donner le feu vert. Le virus a alors l'occasion de se multiplier activement et les symptômes de la maladie apparaissent. Autrement dit, le coup de froid n'a pas été la cause, mais plutôt le déclencheur, le facteur qui a mis le feu aux poudres, car le germe responsable de la maladie était déjà en vous. Abordons maintenant le danger principal de cette idée reçue. La peur des courants d'air pousse les gens, surtout en hiver, à fermer tout hermétiquement, portes, fenêtres, soupiraux. Ils transforment alors leur intérieur en une véritable boîte de conserve. Et que se passe-t-il dans un tel local confiné, surtout si une personne est déjà malade? La concentration des virus dans l'air augmente à chaque minute. L'humidité chute, nos muqueuses s'assèchent et nous devenons beaucoup plus vulnérables aux infections. Résultat, le risque de tomber malade dans cet environnement clos augmente considérablement. C'est le paradoxe. En craignant le courant d'air, nous créons les conditions idéales pour que les microbes se propagent. En réalité, aérer régulièrement est la méthode de prévention la plus efficace contre les infections respiratoires. Cela réduit tout simplement la quantité de microbes dans l'air ambiant. Alors, n'ayez pas peur des courants d'air, craignez plutôt les pièces confinées, où l'air est lourd et étouffant. Le mythe numéro 3, celui-là, il nous vient tout droit de notre enfance. Souvenez-vous de cette phrase sacrée que l'infirmière scolaire prononçait avec une gravité particulière: le test ment tout, surtout ne pas mouiller pendant 3 jours. C'était un véritable rituel. Pendant 72 heures, nous marchions le bras tendu, protégeant ce précieux petit bouton que nous considérions comme une bombe à retardement de la moindre goutte d'eau. On prenait des douches en se contorsionnant dans des positions absolument improbables. Et si jamais l'eau atterrissait sur le point d'injection, c'était la panique, la tragédie cosmique, synonyme d'une menace de devoir se rendre illico au dispensaire antituberculeux. Cette interdiction était tellement catégorique, tellement incontestable, que pratiquement personne n'a jamais osé se poser la question. Mais pourquoi, au juste, un tel interdit? Qu'est-ce que de l'eau ordinaire pouvait bien faire de si terrible à cette piqûre sous la peau? Eh bien, décortiquons enfin l'origine de cette croyance médicale étrange et si tenace, un mythe qui, encore aujourd'hui, effraie de nombreux parents. Avant toute chose, il est essentiel de bien comprendre ce qu'est le test de Mantoux. Contrairement à une idée reçue très répandue, ce n'est absolument pas un vaccin. Un vaccin, c'est l'injection d'un agent pathogène affaibli pour stimuler la production d'anticorps et créer une immunité. Le test de Mantoux, dès lui, est un examen diagnostique. C'est en fait une sorte de test d'allergie cutanée. On injecte une substance spéciale, appelée tuberculine, juste sous la peau. Il faut savoir que la tuberculine n'est pas composée de bactéries de la tuberculose, ni vivantes, ni même inactivées. C'est simplement un extrait qui contient uniquement leurs protéines. Le but de l'opération est simple. Il s'agit de voir comment notre système immunitaire, et plus précisément nos lymphocytes T, va réagir à la présence de ces protéines. Si l'organisme a déjà été en contact avec le bacille de Koch, la bactérie de la tuberculose, on verra apparaître, au point d'injection, une rougeur bien marquée et un gonflement palpable. C'est ce que l'on appelle la papule. C'est donc une épreuve cutanée qui permet de mesurer l'intensité de notre immunité face à la tuberculose. Le mot-clé ici, c'est intradermique. La substance est injectée à l'intérieur de la couche cutanée et non pas simplement déposée à sa surface. Voyons un peu, la logique est simple. Si le produit est injecté dans l'épaisseur de la peau, comment l'eau qui ne fait que toucher la surface pourrait-elle l'influencer? La réponse est absolument pas. L'eau ne peut pas traverser l'épiderme pour effacer la réaction. Celle-ci se produit beaucoup plus profondément, dans les couches internes de la peau. Elle n'a aucun moyen d'affecter, que ce soit pour l'augmenter ou la diminuer, la réponse de vos cellules immunitaires.
Prenons un exemple concret. Vous vous coupez le doigt. Vous continuez à vous laver les mains, n'est-ce pas? Eh bien, cela n'empêche pas la coupure de guérir sous la peau. Ici, c'est exactement le même principe. La papule, qu'on appelle aussi la piqûre, ne va pas gonfler comme une éponge ou un morceau de pain mouillé. Sa taille dépend uniquement du nombre de cellules de défense immunitaire qui sont venues se rassembler à l'endroit exact de l'injection. Par conséquent, prendre une douche après le test Mantoux est non seulement possible, mais même recommandé. L'hygiène n'a jamais nui à personne. L'eau est absolument sans danger pour la fiabilité de votre résultat. Mais d'où diable vient cette interdiction absolue de mouiller le test? L'histoire remonte loin dans le temps, à l'époque du prédécesseur du test Mantoux, le fameux test de Pirquet. Lors de ce test de Pirquet, on appliquait la tuberculine sur la peau, puis on la griffait légèrement à l'aide d'un instrument spécial, le scarificateur. La barrière cutanée était donc bel et bien rompue. Dans ce cas précis, si de l'eau s'y infiltrait, elle pouvait réellement emporter une partie du produit, faussant ainsi complètement le résultat. Le test de Pirquet n'est plus utilisé depuis belle lurette. Il a été remplacé par le Mantoux, un test intradermique bien plus précis et pratique. Mais voilà, l'instruction interdiction de mouiller a migré sur le Mantoux par pure habitude, transmise de bouche à oreille. Les médecins et infirmières de la vieille école ont continué à donner ce conseil, et les parents y ont obéi scrupuleusement. En réalité, le test Mantoux a de vraies contre-indications. Il est formellement interdit de frotter la zone avec un gant de toilette, de la gratter, de la couvrir d'un pansement ou d'y appliquer crème et autres antiseptiques. C'est uniquement l'irritation mécanique qui peut provoquer une fausse réaction positive. L'eau, par contre, absolument pas. Poursuivons notre exploration. Le mythe numéro 4, celui qui arrive avec son petit crac bien reconnaissable. Avouez, qui d'entre vous aime bien faire craquer ses doigts, sa nuque ou son dos pour se débloquer et se détendre? Et à qui on a immédiatement rétorqué d'un ton sévère: « Arrête tout de suite, tu vas attraper de l'arthrite ». Ce mythe est l'une des peurs bleues les plus populaires concernant la santé de nos articulations. Il dessine dans notre imagination un scénario plutôt sombre. Aujourd'hui, vous faites innocemment craquer vos phalanges et demain, vos doigts sont tordus par une arthrite épouvantable. Vous ne pouvez plus tenir votre cuillère et vous regrettez amèrement cette mauvaise habitude. Ceci est à la fois très convaincant et terrifiant. Cette perspective pousse beaucoup de gens à se retenir, même si l'envie de se débloquer est parfois irrésistible. Mais regardons de plus près. Que se passe-t-il vraiment au niveau de l'articulation lors de ce fameux claquement? Et y a-t-il la moindre base scientifique à cette histoire effrayante? Alors, qu'est-ce que c'est que ce fameux bruit? Au juste, contrairement à ce que beaucoup pensent, et c'est une idée très répandue, ce n'est pas vos os qui se frottent les uns contre les autres. Si c'était le cas, croyez-moi, la moindre marche ou le moindre mouvement serait accompagné d'un grincement insupportable. Le son, en réalité, prend naissance à l'intérieur de ce qu'on appelle la capsule articulaire. Nos articulations sont remplies d'un lubrifiant très spécial, le liquide synovial, et figurez-vous que dans ce liquide, comme dans n'importe quel autre, se trouvent des gaz dissous, principalement de l'azote. Quand on étire l'articulation, par exemple quand vous tirez un peu fort sur votre doigt pour le faire craquer, on augmente le volume de cette capsule articulaire. Par conséquent, la pression à l'intérieur chute drastiquement. C'est la physique tout simplement. Quand la pression baisse, les gaz dissous se mettent immédiatement à former de petites bulles. C'est ce qu'on nomme la cavitation. C'est l'apparition soudaine et, surtout, l'implosion de ces bulles de gaz qui produisent ce fameux petit claquement que l'on entend. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous ne pouvez pas faire craquer la même articulation 2 fois de suite. Il faut attendre environ une vingtaine de minutes, le temps que le gaz ait l'occasion de se redissoudre tranquillement dans le liquide synovial. Ça paraît assez anodin, hein? Des bulles de gaz, c'est quand même moins grave que de l'usure osseuse ou du frottement des os. Mais alors, que nous dit la science, l'officielle, sur un éventuel lien entre ce geste et l'arthrite ou l'arthrose? Figurez-vous que, malgré des décennies de recherches sérieuses, aucun lien n'a jamais été prouvé. L'expérience la plus célèbre à ce sujet et la plus amusante a été menée par un médecin, le docteur Donald Unger.
Ce brave homme était tellement intrigué par cette question qu'il a décidé de se servir de lui-même comme cobaye. Pendant 60 longues années, oui, vous avez bien entendu, 60 ans, il a fait craquer volontairement les articulations de sa main gauche sans jamais toucher à sa main droite. Au terme de cette période incroyable, il a fait des examens des deux mains. Résultat, il n'y avait absolument aucun signe d'arthrite, ni sur la main gauche, ni sur la main droite. Aucune différence notable entre les deux. C'est une démarche tellement originale qu'il a même été récompensé par le prix Ig Nobel, une sorte de prix parodique pour des recherches insolites. Et rassurez-vous, des études scientifiques bien plus vastes et sérieuses, menées sur des milliers de participants, l'ont confirmé. Cette petite manie de faire craquer ses doigts n'augmente absolument pas le risque de développer l'arthrite ou les rhumatismes. Alors, est-ce que cela signifie qu'on peut se faire craquer les doigts sans aucune limite, en toute sécurité? Eh bien, pas tout à fait. Rassurez-vous, l'arthrite n'est pas un danger réel. Cependant, il existe quelques conséquences négatives potentielles, même si elles restent très rares. Certaines études suggèrent que chez ceux qui pratiquent cela de manière excessive, la force de préhension, c'est-à-dire la poigne, pourrait diminuer légèrement avec le temps, et qu'une petite enflure pourrait apparaître autour des articulations. On a aussi relevé quelques cas isolés, vraiment très rares, où le fait de tirer trop fort ou de façon fanatique sur les doigts a causé des entorses légères ou endommagé la capsule articulaire. Mais soyons clairs, c'est l'exception qui confirme la règle. En réalité, le véritable inconvénient, le tort principal et indiscutable de cette manie, n'est pas médical, il est social. C'est la gêne que vous imposez aux gens autour de vous. Pour beaucoup, ce bruit sec est tout simplement insupportable. Du coup, la principale raison d'abandonner cette habitude n'est peut-être pas pour votre santé, mais bien par simple respect pour votre entourage. Passons enfin au 5e mythe, sans doute le plus dramatique, le plus digne d'un film. C'est l'histoire de celui qui blêmit de douleur en une seule nuit. C'est un cliché que nous avons tous vu au cinéma ou dans les romans. Le protagoniste est confronté à un stress insoutenable, à un choc terrible ou à une tragédie, et au petit matin, surprise, sa chevelure est devenue d'un blanc immaculé. Cette image s'est profondément ancrée dans notre inconscient collectif. Elle symbolise un bouleversement d'une violence inouïe. Les légendes autour de Marie-Antoinette, qui aurait vu ses cheveux blanchir la nuit précédant la guillotine, ne font qu'alimenter cette conviction. Il nous paraît tout à fait logique qu'un tel choc porté au système nerveux central entraîne des conséquences immédiates et parfaitement visibles. Mais, biologiquement parlant, est-ce envisageable? Un cheveu déjà pigmenté peut-il réellement se dépigmenter en quelques heures seulement? Ou ne s'agit-il que d'une belle et tragique métaphore sans aucun fondement dans la réalité scientifique? Pour bien saisir pourquoi nos cheveux blanchissent, il faut d'abord s'intéresser à leur base, à ce qu'on appelle le follicule pileux. La couleur de nos cheveux, c'est la mélanine qui nous la donne. Ce pigment est fabriqué par des petites usines très spécifiques, les mélanocytes. Ces fameuses cellules résident au fond de chaque follicule et elles ont pour mission d'injecter la mélanine directement dans la tige du cheveu pendant sa croissance. Mais avec l'âge, et c'est souvent écrit dans nos gènes, le stock de cellules souches, celles qui doivent produire de nouveaux mélanocytes, finit par s'épuiser. Résultat, les anciens mélanocytes meurent, et il n'y en a plus de nouveaux pour prendre le relais. La fabrication de mélanine s'arrête complètement. Du coup, le cheveu qui pousse à partir de ce follicule est totalement dépourvu de couleur. S'il nous paraît gris ou blanc, c'est uniquement parce que la lumière se réfracte d'une manière particulière sur sa structure de kératine. En d'autres termes, l'acantithie, le fait de devenir gris, n'est pas une perte de couleur sur un cheveu déjà là, mais bien la naissance d'un nouveau cheveu qui est, dès le départ, sans pigment. C'est un processus progressif et, malheureusement, il est programmé dans notre patrimoine génétique. Mais alors, quel est le rôle du stress dans tout ça? Pendant longtemps, la communauté scientifique a jugé la connexion entre le stress et l'apparition des cheveux blancs comme non prouvée. Cependant, des études récentes, d'abord menées sur des souris, puis confirmées chez l'homme, ont enfin élucidé ce mécanisme.
il s'avère qu'un stress intense peut effectivement accélérer le blanchiment des cheveux. Lorsque nous sommes sous pression, notre système nerveux sympathique, celui qui gère la fameuse réaction de survie fuir ou combattre, libère une grande quantité de noradrénaline, un neurotransmetteur puissant. Et cette noradrénaline a un impact direct sur nos follicules pileux. Elle force les cellules souches de mélanocytes à se transformer trop rapidement et de manière massive en cellules matures productrices de pigments. Le résultat, l'intégralité du réservoir de ces précieuses cellules souches est épuisée bien trop vite. Ainsi, quand le moment sera venu pour ce follicule de faire pousser un nouveau cheveu, il ne restera tout simplement plus assez de mélanocytes neufs disponibles. Le cheveu qui poussera sera donc blanc. Nous arrivons donc à la conclusion. Le stress peut bel et bien provoquer l'apparition de cheveux blancs, c'est vrai, mais, et c'est là le point essentiel, il ne peut absolument pas les faire apparaître du jour au lendemain. Un cheveu qui est déjà là, déjà sorti de votre cuir chevelu, a sa couleur définie. Rien ne peut faire disparaître le pigment qui s'y trouve déjà. Le stress agit uniquement sur le follicule pileux, c'est-à-dire sur le cheveu qui est en train de se former et qui commencera seulement à pousser. Il faut des semaines, voire des mois, pour que ce nouveau cheveu blanc pousse suffisamment et devienne visible. C'est pourquoi toutes ces histoires de blanchissement instantané ne sont rien d'autre qu'un mythe, une simple licence artistique. Certes, il existe une maladie très rare, l'alopécie areata, où tous les cheveux pigmentés peuvent soudainement tomber, ne laissant que les cheveux blancs déjà présents. Cela peut donner l'illusion d'un grisonnement subit, mais il s'agit là d'un phénomène exceptionnel. En résumé, le stress est effectivement néfaste pour la couleur de nos cheveux, mais rassurez-vous, son action est beaucoup plus lente que ce que l'on nous montre au cinéma. Alors, récapitulons les découvertes de notre enquête. Aujourd'hui, nous avons éclairci plusieurs points essentiels. Nous avons vu que les douleurs aux genoux ne sont pas un présage de pluie, mais bien la conséquence d'une chute de pression atmosphérique qui vient aggraver l'état des articulations déjà sensibles. Nous avons aussi appris qu'un simple courant d'air ne donne pas la maladie. Au contraire, rester confiné dans une pièce sans aération, par peur de l'attraper, est bien souvent la cause directe d'un refroidissement. Nous avons définitivement réhabilité l'eau. Oui, il est tout à fait possible, et même nécessaire, de mouiller le test de la tuberculine, le fameux test Mantoux. Nous avons également compris que faire craquer ses doigts n'entraîne absolument pas l'arthrite et que le bruit si caractéristique n'est rien d'autre que l'éclatement de petites bulles de gaz. Et pour finir, nous avons percé le secret des cheveux qui blanchissent instantanément, ce qui en réalité n'a rien d'instantané. Le principal enseignement que nous tirons de tout ceci est simple. Beaucoup de croyances populaires, même si elles semblent logiques, ne tiennent pas face à l'examen scientifique. Pour prendre soin de notre santé, nous devons nous fier aux connaissances établies et aux conseils de nos médecins, et non aux mythes. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez appris de nouvelles choses et si nous vous avons aidé à déconstruire au moins une idée reçue, n'hésitez surtout pas à mettre un « j'aime » et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines révélations. Maintenant, c'est à vous. Quelles sont les idées reçues concernant la santé auxquelles vous adhériez? Y a-t-il un mythe en particulier que vous aimeriez nous voir décortiquer dans une prochaine émission? Laissez-nous un commentaire ci-dessous. Cela nous intéresserait beaucoup de vous lire.